Dans le pays, à présent, on parle de la Fondation internationale Kerno et Marianne Fitima. C'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, à politique et confessionnelle. Elle a été fondée en 2023 par Madame Hawa Dramé. Un centre a été ouvert au Burkina Faso en 2003, nommé Fitima Burkina, suivi d'un deuxième centre en Guinée en 2010, appelé Fitima Guinée. Fitima, dans le cadre de la mise en de sa mission visant à la promotion et à prendre en charge les enfants en situation de handicap afin d'assurer leur inclusion dans la société, fait souvent face à des difficultés qui entravent pleinement leur épanouissement. Ces difficultés sont causées par diverses raisons: l'inégalité dans l'accès à l'éducation pour tous, la déconstruction des stéréotypes sur le handicap. Le corps enseignant n'a pas trop connaissance sur le comment accompagner ces enfants en situation de handicap dans le système scolaire. Quelles sont les mesures qui sont prises pour inverser les valeurs et redresser les choses? Pour en parler, nous avons sur ce plateau comme invité de parcours, je crois c'est Madame Marianne Barry, hein, qui est la coordinatrice du projet. Madame Barry, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous rejoindre. Merci à vous de nous avoir invités. Voilà. Alors on parle de Fitima et avec beaucoup de projets en perspective. Mais parlez-nous un peu de votre entité. C'est quoi et c'est quoi les raisons d'être, c'est quoi l'objectif? Alors, comme vous avez en 2003 au Burkina Faso et le second centre a été créé en Guinée en 2010. Et nos principales activités sont divisées en deux pôles. Nous avons le pôle handicap. Donc notre mission déjà, c'est d'améliorer la qualité de vie des enfants en situation de handicap, de toutes les personnes en situation de handicap, mais particulièrement pour les enfants. Donc nous avons un premier pôle qui est le pôle handicap où nous faisons la prise en charge médicale. Donc diagnostic médical déjà pour ces personnes. Est quand même assez compliqué vu qu'on n'a pas de personnel médical. Après, il y a aussi la prise en charge paramédicale, qui est tout ce qui est prise en charge en kinésithérapie, l'orthophonie, l'ergothérapie. Bon, ça peut paraître le mot nouveau parce que là aussi, c'est une grande faille. On n'a pas vraiment de spécialistes dans ce domaine-là en Guinée. Il n'y a aucune formation pour ces spécialistes. Donc après cette prise en charge paramédicale qui est faite aussi par la venue souvent de volontaires étrangers, soit de l'Afrique ici, mais de d'autres pays comme le Bénin, le Togo, ou français souvent avec des partenariats de ce côté aussi. Donc nous assurons la prise en charge de ces personnes-là. Et après, nous avons aussi la prise en charge socio-éducative qui consiste à assurer pour ces enfants une éducation adaptée à leur handicap. Donc, nous avons une école spécialisée à Fitima où nous faisons l'éducation spécialisée. Mais il se trouve que malheureusement, nous sommes en centre. Selon les statistiques de 2014, il y a au moins plus de 6500 enfants sont en situation de handicap en Guinée ici. Et ces statistiques nous prennent en compte que les handicaps visibles. Donc, imaginez-vous plus de 600 000 et quelques enfants, 600 000 et quelques enfants en situation de handicap. Comme à nous, un centre petit, très petit, nous pouvons prendre, nous n'avons même pas 50 enfants en situation de handicap. Donc, ce que nous faisons, c'est nous assurer que ces enfants ont quand même accès à l'éducation, même si ce n'est pas chez nous, à Fitima, dans notre centre. Pour cela, nous les accompagnons dans les écoles ordinaires. Au début, on avait commencé par des sensibilisations parce que ces enfants sont souvent stigmatisés. Il y a beaucoup de stéréotypes sur le handicap chez nous ici. Malheureusement, les gens ne sont pas très ouverts, ils n'acceptent pas, c'est pas très connu. Donc, on prend souvent le handicap comme des sources diaboliques ou des choses comme ça. Donc, les parents préfèrent garder les enfants à la maison. Et quand ils font sortir les enfants de la maison pour les envoyer à l'école, les enseignants ne savent pas quoi en faire. Donc, ils stigmatisent, ils renvoient les enfants ou les laissent de côté. Donc, même s'ils ne renvoient pas les enfants, à un moment, les enfants eux-mêmes, ils sont obligés d'abandonner l'école. Donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cela? On a commencé par des sensibilisations et quand nous allons dans les écoles pour sensibiliser, les enseignants, souvent, ils ont la volonté. Ils disent, oui, nous aussi, on veut aider. Bon, avec beaucoup de
aussi de stigma dans la manière de parler aussi. On dit ces créatures et tout ça, alors que c'est des personnes à part entière aussi. On veut aider, mais nous ne savons pas quoi faire, comment faire. Parce qu'un enfant, par exemple, qui a des difficultés de communication, un enfant qui a un handicap psychique, qui ont des problèmes d'écriture ou de lecture et autres, ils savent pas quoi faire. On dit que c'est bête, puis on laisse tomber. D'accord. Allez-y, Emmanuel, ensuite. Alors, l'organisation Fitima, si je prononce bien, est ainsi présentée. Vous portez un projet actuellement, un projet essentiel, appelé le projet clé, si j'ai bien entendu compris. Vous êtes associé au programme clé, avec le projet intitulé des écoles pour les enfants en situation de handicap. La question, c'est de savoir, pour ce projet précis, quelles sont les actions ou quel est l'objectif d'abord projeté? Qu'est-ce que vous recherchez à travers ce projet des écoles inclusives pour les enfants en situation de handicap? Alors, le but ultime de ce projet, c'est de nous assurer que tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés, spécifiquement les enfants en situation de handicap, ont accès à une éducation dans un environnement commun avec tous les autres enfants qui n'ont aucun type de handicap, que ce soit les filles, les garçons, tous les autres enfants de leur école du quartier, et qui ont aussi accès à un accompagnement adapté à leur type de handicap. C'est l'éducation pour tous. C'est ça le but ultime de ce projet-là. Allez-y, Cap. Alors l'autre question pour vous, vous avez des projets très très ambitieux qui naturellement beaucoup de ressources financières. Alors ma question c'est de savoir comment vous faites pour mobiliser les ressources et est-ce qu'aujourd'hui également l'État est ouvert, le ministère, notamment le ministère de l'Action sociale, quel est le rapport qui existe entre votre ONG, votre organisation et ce ministère également? D'accord. Alors, toujours, la mobilisation de fonds n'est pas très très évidente. C'est assez compliqué vu que déjà les gens sont dans une sorte de ce qui est en vogue. Vous voyez, actuellement, ce qui est en vogue, c'est parler, je sais pas, de climate change, le changement climatique, l'égalité homme-femme. Ce sont des sujets c'est bien, hein, les VBG et autres, c'est très très bien. Mais il faut pas oublier que le handicap, c'est aussi transversal, ça touche tout le monde. Donc, si vous parlez des femmes, il y a des femmes en situation de handicap. Si vous défendez les causes des enfants, il y a des enfants en situation de handicap. Et ainsi de suite. Donc, ce que nous faisons souvent, nos partenaires sont souvent étrangers. Donc, nous avons un partenaire qui nous accompagne depuis maintenant près de 20 ans. C'est l'AFM Téléthon, association française, qui travaille pour la lutte contre les myopathies. Nous avons aussi quelques accompagnements d'organisations ici, comme l'UNICEF, qui nous accompagne. La Fondation Orange un peu. Avec l'État, c'est vraiment, ça va, ça vient. On n'a pas vraiment un accompagnement financier avec le gouvernement. Mais nous travaillons plus spécifiquement avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Du ministère de l'Action sociale, et de la promotion féminine, quels sont vos rapports? Alors, le ministère de l'Action sociale, nous travaillons ensemble. Alors, c'est plus nous vers eux. Disons ce que nous faisons, ils participent à nos activités. Mais un accompagnement vraiment financier, non, on n'en a pas. On a reçu, en fait, souvent, on prend le handicap comme une cause sociale, et ce qui n'est pas normal. Parce que les gens là, ils n'ont pas besoin qu'on leur donne du riz pour enlever leur handicap. L'autonomisation, c'est pas qu'on te donne un sac de riz aujourd'hui, le sac de riz finit demain. Après, tu fais comment? Si on te scolarise, tu finis tes études, tu termines tes études, tu peux faire un boulot. Donc, il y a des boulots spécifiques qui peuvent être plus adaptés à une personne qui a un handicap qu'une personne qui n'a pas un handicap. Par exemple, la métallurgie. Une personne, ou peut-être les plomberies et autres, une personne en situation de handicap auditif peut travailler là-bas parce que le bruit ne lui dérange pas et est très efficace et efficient d'ailleurs. Alors qu'une personne qui n'a pas de handicap, le bruit
te dérange. Donc, à chaque moment, tu as besoin de te retirer, tu as besoin d'adaptation et autres. Donc, il suffit de mettre chaque personne à sa place et ne pas donner des sacs de riz, comme ce que l'action sociale fait souvent. Donner des sacs de riz, donner 100 000 francs, 100 $. C'est pas de l'accompagnement, malheureusement, et c'est pas ce que nous attendons du gouvernement, c'est pas ce que nous attendons de nos ministères. C'est un vrai accompagnement, dire ok, aujourd'hui cet enfant n'est pas scolarisé, on le scolarise. Le Fonds national d'indigence prendre en charge les frais médicaux et paramédicaux. On a beaucoup sollicité ce fonds. Heureusement, on a eu un accompagnement, nous n'allons pas dire que c'était rien, l'année dernière, qui nous a permis quand même d'appareiller une dizaine d'enfants, mais une dizaine d'enfants sur plus de 600 000 enfants. C'est pinable. Justement, c'est le besoin, il est énorme et il est visible. Allez-y, Aoula Tousso. Dans votre programme, vous avez eu à former quelques enseignants pour les adapter un peu à comment se comporter avec ces enfants qui ont un handicap. Est-ce que vous, sur le terrain, vous pensez que cela est pratiqué de nos jours depuis la formation de ces enseignants-là? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de ces enseignants ont la volonté, vraiment, mais ils ne savent pas comment on fait. Donc souvent après les formations, nous faisons dans les projets, souvent nous avons des accompagnements des partenaires sur une durée de 6 mois, 1 an ou 1 an maximum. Mais avec les écoles, nous signons, quand nous voulons former des enseignants d'une école, nous signons des partenariats souvent de 3 ans avec l'école elle-même. Donc même après le projet, nous venons à l'école voir comment c'est mis en place, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et on essaie aussi d'adapter toujours. Si la formation, il y a des parties qui ne sont pas comprises, nous adaptons. Et s'il y a des enfants parfois que les enseignants là, ils savent pas comment prendre en charge malgré les formations, ils viennent chez nous. Et avec eux, nous faisons des bilans pour comprendre ce qui passe, ce qui ne marche pas, et nous mettons en place des plans d'intervention spécifiques pour ces enfants-là. Donc, nous mettons en place aussi des rampes d'accès dans les écoles si l'école en a besoin pour les enfants à mobilité réduite qui sont en fauteuil roulant. Nous mettons des rampes d'accès dans les écoles et ainsi de suite. Donc, c'est la formation continue. C'est pas une seule formation de 3 jours ou de 5 mois, mais c'est tant que l'école a besoin de nous. Et oui, il y a des enfants qui aujourd'hui, grâce à ces projets, qui bénéficient d'éducation adaptée. Et il y a des écoles avant le projet qui renvoyaient souvent des enfants. Par exemple, on a une école à Hamdallah ici, Elassi, qui a bénéficié d'un de nos projets avec l'UNICEF. Après le projet, avant le projet, ils avaient renvoyé des enfants. Et l'école était en rénovation pendant le projet. Donc, ils ont profité pour mettre des rampes d'accès pour que les enfants puissent avoir accès aux salles de classe avec les fauteuils roulants. Et à la fin du projet, ils ont rappelé les enfants qu'ils avaient renvoyés. Oui. Et aujourd'hui, ces enfants sont en situation de classe. Voilà. Un mot à vous, Madame Barry, par rapport à ces initiatives que vous êtes aujourd'hui en train de porter. Justement. Bien entendu, le dernier mot pour apporter sur les projets futurs, c'est-à-dire quelles sont les perspectives qu'ils sont en train d'envisager au niveau de votre ONG. Alors, nous avons assez de projets, donc nous continuons déjà dans la promotion de l'éducation inclusive, comme on l'a dit, jusqu'à ce que tous les enfants en situation de handicap aient accès à l'éducation adaptée à leur handicap dans toute la Guinée. Ensuite, nous avons aussi, nous ne travaillons pas seulement que dans l'accès à l'éducation, il y a aussi tout ce qui est l'accès à la santé. Et comme on l'a dit, on n'a pas de techniciens, on n'a pas de spécialistes en kiné et en orthophonie, qui est quand même des spécialités très importantes pour la prise en charge de ces personnes. Donc nous avons créé cette année un institut, l'année dernière, en 2021, un institut de formation de paramédicaux qui va faire la prise en charge des personnes en situation de handicap, donc des gens qui ont fait de l'AVC, au lieu de quitter ici, aller jusqu'au Maroc, en Tunisie et ailleurs pour se soigner et pour la rééducation, vous pouvez vous soigner ici grâce à la formation de ces techniciens supérieurs, de ces techniciens-là. Nous avons aussi un autre projet, cette année, effectivement, à 20 ans.
Et notre second projet consiste à acquérir un centre de rééducation, de prise en charge globale, holistique des personnes en situation de handicap. Voilà, on avait beaucoup à dire, mais l'essentiel a été dit. On avait comme invité Mariam Barry, la coordinatrice du projet Fitima pour la Guinée. En tout cas, merci d'être passé. Merci à vous. Merci beaucoup. Invité. Merci et bon courage à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. Merci à nos intervenants. On se retrouve lundi si Dieu le veut bien. Portez-vous bien où que vous soyez. Merci à Saloum au niveau de la radio. Merci à l'équipe technique au niveau de la régie. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout prenez soin de la Guinée car elle le mérite, car c'est le maître mot. Au revoir.